Je travaille à l'AWEX à Bruxelles, donc l'Agence wallonne à l'exportation et les investissements étrangers. Au premier rang, il y a ma collègue Marianne Dantine, également au service Asie. Je suis expert marché pour la Chine, le Japon, la Corée et la Mongolie, et les États limitrophes, donc Taïwan, Hong Kong et Macao. Comme on a pris du retard, je ne sais pas si on pourra faire une introduction à 3h30. Ok? Donc je vais vous parler des marchés chinois et asiatiques. La première partie est une partie chiffrée, dont une partie d'entre vous ont reçu l'impression des slides. Vous pouvez utiliser ces données en citant la source. Soit ma source à moi, soit en dessous à droite, peut-être que ça sera un peu petit, mais vous voyez sur les slides, il y a le lien informatique d'où vient l'information. La seconde partie, ce sont des photos de Chine, 95% prises par moi, qui vous permettent de voir un peu ce qu'est la Chine réellement. Je vais en Chine régulièrement, pour le boulot moins, mais également vu que mon épouse est d'origine chinoise, donc je vais régulièrement sur place. Et au total, j'ai passé environ 6 mois. Et ce qui est le plus intéressant, c'est en dehors des grandes villes. Bon, si je parviens à le faire avancer. Bon, quelque chose d'important et un des gros soucis que nous avons ici en Belgique francophone, c'est la connaissance des langues étrangères. Hier, j'ai rencontré les responsables de Liège Airport, de Logistic in Wallonia, et les deux responsables des relations internationales étaient flamands. Pourquoi? Pas parce qu'on est con en Wallonie, ce pièce des Swallows, mais parce que la connaissance des langues étrangères en Wallonie, même s'il y a une amélioration, n'est pas toujours au top niveau. Et dans Wikipédia, si vous avez 100 articles en anglais, vous en avez 33 en allemand, 31 en français, 20 en néerlandais, 10 en mandarin, et une grande partie des articles en français sont uniquement des résumés, quelquefois très mal faits, de l'article en anglais. Donc si vous avez des possibilités, allez vers l'article en anglais. When you have been to China, I suppose that everybody is quite fluent in English. Let me hope so. Yes. I have some illusions, I'm not sure about that. Yes. When you have been in China for a week, you want to write a book about your experiences. If you stay longer, say for a year, you decide it's better to try a short article. After you have lived for many years in this country, you realize you will never understand China. Je ne sais pas si c'est un problème de compréhension avec mon épouse ou avec les Chinois, mais c'est de plus en plus difficile à les comprendre. Si vous utilisez la traduction automatique de Google, qui n'est pas le meilleur, mais bon, c'est gratuit, ne fonctionne pas en Chine parce que Google est la plupart du temps bloqué en Chine. Si vous avez le texte qui est au-dessus, la deuxième ligne, c'est la transcription latine. Tous les mots en chinois ont une transcription latine, d'ailleurs c'est dans cette transcription qu'ils apprennent à lire et à écrire. Si vous utilisez la troisième ligne, vous avez la transcription en français, c'est absolument incompréhensible. Par contre, si vous regardez le texte en anglais, c'est plus compréhensible, tout simplement parce que toutes les traductions sur Google Translation passent automatiquement par l'anglais. Donc là, la traduction française, ça sera chinois, anglais, français. Donc il est préférable de le faire directement en anglais. Cela marche relativement bien avec le chinois, ça marche très très mal avec le japonais. Donc prenez un exemple, si vous avez le symbole ici, voilà. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Bon, quelqu'un peut m'aider pour dire comment je peux... Avec les flèches? Oui. Et Jordan, le pays de celui devant. Et en japonais, ça je dis, et pas. Jordan, je suis pas sûr qu'il est. Après, chinois, il y a le
parle français. Ouais, vas-y. Putain, j'ai rien. Enfin, moi, je suis pas dans ça, heureusement, lui, il est. Ouais, j'en ai marre. Je suis déçue de cette journée, je te jure. J'étais prête. Je te jure, ça fait 3 semaines, je suis prête. Et putain, je demande à passer, tu vois, il n'est pas passé, etc. Ah, merci, gentil. Super cool. Et je t'ai envoyé les photos de tout compléter. Ouais, merci. Je vais rien faire, je suis prête depuis 3 semaines, c'est pas cool. La semaine qu'on a fait en classe, elle m'a dit que c'était bon, machin, je connaissais que ça, le méga. Ouais, j'ai pas compris ça. Ouais. C'est parce qu'en fait, la plupart des Alors, gens, tu ils dis voyaient quoi pas. T'as mis le rappel. Il est 7. Oui, 7 parce qu'elle peut être Totalement, le problème, c'est qu'avec les couleurs, avec le projet, c'est exceptionnel dans le salon. J'avoue que j'ai bien fait d'exception en plus, j'ai 6, moins 1 parce que j'ai fait une fois. Toi, c'est Je voulais te mettre ça. Je trouve qu'elle colle très différemment pour la télé. Ouais, Très très différent. Elle te voit, voilà, je vois ça qu'elle te voit. Personne en plus, tu sais que. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un ordinateur qui fonctionne? tout le monde ici. C'est. J'ai pas trop rigolé. Je vois la géographie. Ouais, je connais ma géographie. C'est 936, c'est quoi 935. Malaisie. Non, voilà. Ça. Ah, attends. Comme la cité trou, c'est là où on est. Attends, ici, il y a pas de petit mort. Non, petit mot, bien sûr. Non, ouais, c'est là, ici. Ah, attends. Ah, mais c'est. Là, t'as l'Indonésie. Indonésie, bah ouais. Là, t'as la Malaisie. Ici, c'est le Brunei. Là, il y a Singapour. Là, c'est Singapour. Là, c'est l'Égypte. Cambodge. Laos. Toi, t'es bon, t'as dit. Ouais. Celui-là Bah, c'est le. Non, non, c'est là qu'il y a le tremblement de terre. Ah non, non, c'est celui-là. C'est celui-là, ça, c'est le Népal. Ça, c'est le. Putain. Putain, tu peux aller chercher bien. Ça, c'est pas un pays, c'est un lac. Non, non, c'est quelqu'un, c'est. Dakar. C'est le meilleur des lacs. Mais ça, c'est quoi Japon. C'est la Koweït, l'Iran arabe. C'est bon, c'est tiré. Le Qatar. Bah, déjà, j'ai fait escale là-bas. Erdogan, mer Caspienne. À Douane. Pourquoi tu connais toute cette géographie asiatique, toi? Ça a été en Australie. J'étais en Indonésie, j'ai été en Malaisie, à Singapour, en Thaïlande. Ah, Thaïlande. En Thaïlande, Ouais. À Taïwan, ça va. en Thaïlande. Oh, c'est pas joli ça. Tu peux le taper. Ça veut dire Ça, tout le monde. Par contre, il n'y a personne qui en parle, mais les Russes et les Japonais sont en train de faire un meeting pot. On va essayer de faire un peu des. Non, non. Voilà. KFC. Waouh. Oh, c'est un KFC. Voilà, ok. On reprend les hostilités. Donc, ici, vous avez un symbole qui existe à la fois en chinois et en japonais. On fiche, je ne sais pas maintenant, merci.
Donc si vous avez uniquement la traduction en français, vous aurez journée. Par contre, si vous avez la traduction en anglais, you have the choice between the name, day, date, Japan, sun, and adjective Japanese. Donc l'avantage d'utiliser Google Translation en anglais. Donc ici, vous avez une carte muette de l'Asie. Je vous invite, sans tricher, à essayer de trouver où se trouvent tous les pays. Au niveau géographique, donc ceci est l'Asie. Il faut remarquer au milieu la Chine himalayenne, ici. Et ici, le Tibet, avec le désert donc, qui se trouve en Chine, le désert de Gobi, qui est vraiment très important. Et donc, il faut également savoir que le Tibet est le réservoir à eau de la Chine, ce que la Wallonie est pour la Flandre, entre parenthèses. Donc, ce qui est également important à voir, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur Internet, c'est pratiquement ancien, mais c'est un assemblage de photos prises par des satellites pendant la nuit, tout autour de la Terre, et ça permet de voir où se trouvent les lampes, alors ici vous avez à droite le Japon, péninsule coréenne, la Chine et l'Inde. Et de nouveau l'Inde, vous voyez la coupure de l'Himalaya et de l'autre côté il n'y a pratiquement aucune lumière. Si on retravaille la photo, on met en négatif, en noir et blanc, c'est encore plus visible. Et ici il y a un détail, le détail du tube est assez flippant. C'est ici. On est dans la péninsule coréenne et là, on voit la limite entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il n'y a pas Pyongyang ici. Pratiquement aucune autre ville de Corée n'est éclairée durant la nuit. C'est noir complet. La même chose avec l'Europe. Dans le temps, on disait qu'on pouvait reconnaître la Belgique avec les autoroutes qui étaient illuminées la nuit. Ben, on ne reconnaît plus rien. La Belgique est ici quelque part. Donc, si on voit les Pays-Bas, le bassin de la Ruhr, ici on voit Paris. Ce qui se voit beaucoup plus, c'est notamment Moscou et les artères qui vont ici jusqu'à Pétersbourg, qui se voient encore. Mais sinon, ici, c'est devenu une tâche complète. Les Chinois voient le monde d'une autre manière. Et ça se voit par exemple dans les cartes. Ceci est une carte chinoise qui montre que la Chine est bien sûr au milieu du monde. Ça, c'est le continent euro-asiatique. Et donc, nous, on est vraiment au bout du continent. Ça, c'est le monde vu par les Australiens. Jeune dame qui va en Australie bientôt. Ben, essayer de reconnaître, montrer sur la carte où se trouve l'Europe. Bon, c'est dans le soleil, donc c'est un peu difficile à voir. Mais chacun a sa propre vision du monde. Quelques chiffres. Je vous invite ensuite à méditer cette phrase. Moi, je suis politologue de formation, mais je pense qu'il est important de mettre des chiffres quand vous analysez quelque chose. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est quelque chose qui permet d'objectiver. Par contre, en Chine, si vous voyez des statistiques chinoises, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. Un statisticien chinois a décidé de prendre les statistiques officielles chinoises de toutes les provinces, régions autonomes de la Chine, d'ajouter le PNB de toutes ces régions et de le comparer au PNB national. Il y avait une différence de pratiquement 40%. Maintenant, vous allez voir toute une série de graphiques et j'ai pris comme pays la Chine, les BRICS, donc vous connaissez les BRICS, j'imagine, et également j'ai pris l'Allemagne, la Belgique et dans certains cas les États-Unis et l'Union européenne. Au niveau de population, la Chine est le pays le plus peuplé, la plus grande population au monde. Et vous voyez donc l'Inde venant juste après, et si on voit par exemple l'Union européenne, un peu plus de 500 millions. Et tout à fait à droite, on ne voit pas vraiment à cause du soleil, on ne va pas se plaindre pour une fois qu'il y a du soleil, 11 millions, c'est la Belgique. Superficie, la Russie n'est pas le plus grand pays au monde, c'est le Canada.
mais avec une grande partie de territoire inhabité. Les États-Unis et la Chine, c'est pratiquement la même chose. Ça, c'est selon la surface telle qu'elle est acceptée par les pays occidentaux. Si on prend les statistiques officielles chinoises, ils sont plus grands que les États-Unis parce qu'ils considèrent que Taïwan fait partie des États-Unis, de la Chine, ce qui n'est pas le cas pour les autres pays du monde. Et avec le drapeau de l'Union européenne, donc ça c'est la superficie totale de l'Union européenne, qui fait que par exemple environ la moitié du Brésil ou la moitié de la Chine. Tandis que la Belgique, ben, on devine à 30 480 km² ou un peu plus. Et encore un peu moins, vu qu'on a donné une partie de notre territoire, pas loin d'ici, aux Pays-Bas. Densité par habitant, densité en habitants par kilomètre-carré. La Belgique se comporte très bien, mais il y a quelque chose auquel on doit faire attention, c'est le Japon. Le Japon, c'est moins que la Belgique, 336 habitants par kilomètre-carré, mais il faut savoir qu'environ 1/5 du territoire japonais, on peut y vivre. Le reste, c'est impossible d'y vivre. Ça flanc de montagne. Donc, si on prenait l'espace disponible sur lequel on peut réellement vivre, le Japon est beaucoup plus peuplé. J'en sais quelque chose, j'ai été chercheur au Japon, et à l'université, j'avais un cote de 9 m², et par la suite, j'ai eu la chance d'avoir un appartement privé de 12 m². L'espérance de vie. Si vous voulez avoir la personne qui a la plus longue espérance de vie au monde, en moyenne, ce sont les femmes japonaises. Dans les pays développés uniquement, pas dans certains pays sous-développés où, pour des raisons religieuses, la femme n'est pas mise en avant, c'est toujours la femme qui a une plus grande espérance de vie que l'homme. Mais vous voyez que le Japon et la Corée ont tous deux une espérance de vie légèrement plus élevée que la Belgique. La Belgique est pratiquement au même niveau que l'Allemagne, mais on a une meilleure espérance de vie que les États-Unis. Cela s'explique notamment par les conditions très mauvaises d'espérance de vie et sociale, socio-économique de la population noire aux États-Unis. La Chine se débrouille pas mal, 76,1, c'est au-dessus de la moyenne mondiale, au-dessus de la Russie. La Russie a été un des rares pays au monde où, après la chute du communisme, l'espérance de vie a baissé par la destruction du système social et médical soviétique. L'Inde, c'est encore relativement bas, et si vous voyez l'Afrique du Sud, moins de 63 ans. Le PIB nominal en milliards de US dollars, en premier, United States, what else? Juste après l'Union européenne, la Chine après, et le Japon, quand même bien plus faible, légèrement plus que l'Allemagne. Mais la Belgique se débrouille pas trop mal, bon, c'est un 12e du Japon. PIB nominal par habitant, les États-Unis de nouveau number one. Ce n'est pas les numéros 1 au monde, mais c'est le numéro 1 par rapport au pays que j'ai pris en considération. On est tout proche de l'Allemagne et on est nettement plus élevé que, par exemple, le Japon et la Corée. Et si on voit la Chine, seulement 8141 dollars par habitant et par année. Mais si on voit l'Inde, seulement 1950. Ici, c'est un graphique qui vous permet de voir en couleur, bon, ça sera un peu plus difficile sur les photocopies que vous avez, les différences de PIB par habitant. Et on voit que la Chine est ici en orange, moyen, comme la Russie, comme les pays d'Amérique latine, mais comme également les pays d'Afrique du Nord ou bien du sud-ouest africain. Donc la moyenne chinoise n'est pas aussi élevée qu'on pourrait le penser. Quelqu'un sait-il ce qu'est un PPP? Bravo. Donc ça veut dire que les chiffres sont donnés par rapport au coût de la vie. Si vous voulez, vous verrez tantôt une photo d'un boui-boui en rue, en Chine, où on peut manger pour 10 renminbi. 10 renminbi, c'est légèrement plus qu'un euro. Je ne sais pas si en rue, on peut réellement trouver quelque chose de bien à 1 euro. Je crois qu'un peu plus loin, j'ai découvert le hamburger Oufti. C'est la première fois que je l'ai vu de ma vie. Donc là, ça permet d'avoir une
un lissage pour voir quel est le niveau de vie par rapport au coût de la vie. Et on voit que la Chine se débrouille beaucoup mieux. L'Inde également, parce que le coût de la vie est très très faible dans ce pays-là. Je parle du coût de la vie pour les gens qui y vivent. Je ne parle pas pour les expats qui veulent avoir leur hamburger. Je veux dire, moi j'ai vécu 1 an et demi au Japon, j'ai juste mangé une fois un rice burger dont le pain était remplacé par du riz compressé, juste pour le fun. Enfin, c'était pas tellement fun, mais c'était dégueulasse. Mais j'ai mangé tous les jours japonais. Sauf une fois par semaine, le samedi soir, quand même, italien, parce que... Porca miseria. Le salaire minimum en 2015, il faut savoir qu'il n'y a pas de salaire minimum en Afrique du Sud. Et quand j'ai fait ma présentation l'an passé ou il y a 2 ans, il n'y avait pas de drapeau allemand parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de salaire minimum en Allemagne. Vous voyez, il y a 2 fois le drapeau de l'Union européenne, ici tout à fait à gauche, et là. C'est la différence entre le salaire minimum au Luxembourg et en Bulgarie. Donc, le luxembourgeois a le salaire minimum de 9 bulgares. Ça vous explique notamment pourquoi on trouve des chauffeurs bulgares sur les camions un peu partout en Europe. Par contre, le belge, on a le même salaire minimum que pratiquement 11 Chinois ou 26 Indiens. Mais ce qui est plus étonnant, on a le même salaire minimum que 1,7 Japonais. Donc, il y a une classe relativement pauvre au Japon, qui n'est pas très importante, mais quand même qui n'a pas un salaire très élevé. Et en général, ce sont des femmes qui se mettent sur le marché de l'emploi après que leurs enfants aient quitté l'université. Quelqu'un connaît-il l'indice de Gini? L'indice de Gini est un indice qui permet de voir l'inégalité ou l'égalité dans une société. Plus cet indice est faible, le plus bas c'est 24,6 avec l'Ukraine, plus la société est égalitaire. Donc les différences entre classes, entre riches et moins riches, ou entre riches et pauvres, ou entre pauvres et moins pauvres, est faible. Par contre, le pays qui a le plus haut indice de Gini pour l'instant, ce sont les Comores, avec 64,3. Donc vous voyez que dans les pays qui sont pris, malgré tout, la Belgique, grâce au filet social, on a un indice de Gini très faible, donc on a une société relativement égalitaire. On est mieux que la moyenne européenne de 30,6. Et le Japon et la Corée sont également des pays très forts égalitaires. Le Japon et la Corée ont des pays où la classe moyenne est excessivement importante. Vous voyez, les États-Unis, 41,1, donc l'inégalité croît. La Russie encore un peu plus. Et la Chine, État officiellement communiste, est un État inégalitaire et plus inégalitaire que les États-Unis. Mais quand on voit le Brésil et l'Afrique du Sud, c'est encore pire. Le FDI, donc Foreign Direct Investments, cumulé, reçu en milliards d'US dollars, c'est l'Union européenne qui a reçu le plus d'investissements, suivi de la Chine et des États-Unis. La Belgique est juste après l'Allemagne. Mais il y a une grande différence entre la Belgique et les autres pays du monde. La Belgique, c'est surtout des rachats. Vous êtes liégeois ou vous connaissez bien Liège. Quand Arcelor ou Mittal rachètent des aciéries de serein qu'on a détruit, je crois que c'est aujourd'hui qu'on détruit un des eaux fourneaux, ce n'est pas un green shoot, ce n'est pas un nouvel investissement, c'est un rachat. Donc il n'y a pas énormément de green shoot Mais on voit également que l'Inde et le Japon sont à un niveau excessivement bas. Le Japon, principalement parce que c'est une île et ils ne veulent pas d'influence étrangère dans leur économie. Ils ont changé dernièrement, mais pas avec énormément d'effets. Alors si on voit le FDI cumulé reçu par habitant, c'est cumulé, ben, chacun d'entre nous, ou bien nos ancêtres éventuellement, avons reçu plus de 100 000 $ en investissement direct cumulé. Si on prend le Japon, c'est 1700, la Chine, 2580. Bon, maintenant, j'ai le même tableau, mais je l'ai grandi un peu parce qu'on crève le plafond. Donc voilà, c'est excessivement faible. Et de nouveau, l'Inde a un niveau excessivement faible. Alors, si on divise le FDI cumulé par le produit intérieur brut,
Nous avons en Belgique 2,6 ans de produit intérieur brut en investissement étranger cumulé, ce qui est énorme. Et si on voit les autres pays, donc là on voit que pour l'Afrique du Sud et le Brésil, ça a été excessivement important. Donc de nouveau, j'ai monté le tableau pour voir un peu mieux. Et vous voyez que le Japon, c'est seulement 4,6%. Les États-Unis, seulement 18%. Alors qu'ils reçoivent énormément d'investissements étrangers, mais ça reste très 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 faible. Pour la Chine, c'est quand même 31%, ce qui est le niveau européen. Exportation, ben, la Chine, c'est le premier exportateur au monde. Tout le monde a dans sa poche, ou plutôt sur soi, du Made in China. Si on supprimait d'un coup de baguette magique tout ce qui est Made in China, on serait tous plus ou moins à poil, sans GSM et sans ordinateur. Je ne sais pas ce qui est le plus gênant, sans ordinateur ou bien sans vêtements. Ça dépend de qui. Exportation, au niveau Union européenne, ce sont les exportations hors Union européenne. Donc nous exportons beaucoup vers l'Allemagne et la France, mais ce n'est pas repris dedans. Donc c'est en tant que pays. Les États-Unis exportent moins que ce que l'on pense. Pourquoi? Parce qu'ils ont un marché intérieur qui est immense. Le Japon également, seulement 622 milliards. La Russie exporte relativement beaucoup, tout simplement parce qu'ils ont beaucoup de matières premières. Charbon, gaz naturel, pétrole, etc. La Belgique, ben, on se trouve juste après l'Inde. Vous vous rendez compte? L'Inde, 1,2 milliard d'habitants ou 300 millions d'habitants, exporte autant que la Belgique, 11 millions d'habitants. Exportation par habitant, ben de nouveau, là je crois qu'on est les champions mondiaux, 23 600 $ par habitant. C'est énorme. Quand on compare au salaire moyen, le tableau que je vous ai montré avant, donc ça montre énormément ce qu'on exporte. Et le poids des exports dans le PIB, c'est environ 55% pour la Belgique, ça varie d'année en année. L'année passée n'a pas été une année des meilleures au niveau des exportations. Mais si on prend par exemple les États-Unis, c'est seulement 8,8%. Le Japon, qui est connu comme un pays exportateur, le Made in Japan a été très connu pendant très très longtemps avant le Made in China, ce n'est que 13%. La Chine, c'est 23%. Donc nous, on est un des champions mondiaux de l'exportation, toute catégorie. Venons-en à nos moutons, donc la Chine. La Chine est un pays immense. Elle est grande comme 2,2 fois l'Union européenne. Et Taïwan, ici, que vous voyez là, est légèrement plus grand que la Belgique. Ça vous donne une idée. Et la plus grande distance en interne du Heilongjiang à la frontière népalaise, c'est 5050 km. C'est la même distance qu'entre les frontières belges et congolaises. Donc ça vous donne une idée. Traverser la France, Méditerranée, toute l'Afrique du Nord, le Sahara, quelques pays en dessous, et on arrive, après le Congo-Brazza, ben, on arrive au Congo-Kin, et là, c'est 5050 km. Ça vous donne une idée de la taille du pays. Et ce qui est également faramineux, c'est un pays ultra centralisé. Si on prend au niveau géographique, il devrait y avoir 4 zones horaires. Comme aux États-Unis, il y a 5 zones horaires. Là, il n'y a qu'une seule zone horaire. Tout le monde est à l'heure de Pékin. Donc même s'il y a un décalage de 3 heures, 3 heures et demie, par exemple à Lhasa, ils sont sur l'heure de Pékin. Les Chinois sont nombreux. Donc si nous prenons un wallon, ben, vous avez 385 Chinois. C'est comme si vous aviez un wallon qui est avec son petit deltaplane ou bien son monomoteur, et vous avez un jumbo à côté, ben, ça vous donne une idée de la différence entre les deux. La densité de population, il faut savoir que la Belgique, on est à 368, pardon, la Wallonie 213, Bruxelles 7350, ben, vous voyez les chiffres ici. Donc il y a une concentration surtout sur la côte, et ici vous avez également Chongqing. La Chine est selon moi divisée en 3 parties, 2 bananes et une pastèque. Les 2 bananes, la première banane, ce sont toutes les provinces côtières. Donc vous avez Hong Kong ici, Shanghai ici, Beijing ici. C'est la partie la plus peuplée et la plus développée. Juste derrière, il y a la seconde banane.
où c'est un peu moins peuplé, un peu moins cher, et où ils essayent de rattraper la première banane. Et le reste, la pastèque, il n'y a pas grand-chose. Ici, vous avez le Tibet. Ici, vous avez la région de l'ouest de la Chine, avec une minorité musulmane, ou plutôt une majorité musulmane par rapport à la région, très active et légèrement sécessionniste. Quelle est l'évolution des exportations au niveau des principaux pays exportateurs du monde depuis 1990? Là, vous voyez, vous aviez en premier les États-Unis, enfin, avec l'Allemagne, et vous voyez que petit à petit, la Chine, qui était en dernier, a en 2002 rattrapé la France, puis 2 ans plus tard a rattrapé son rival habituel, le Japon, puis a rattrapé les États-Unis, et finalement, ici, en 2010, a dépassé la Chine. Et alors que les autres pays ont subi la crise, ont stagné ou ont même baissé, là, ça continue à monter pour la Chine. Rien ne semble les arrêter. Je dirais, à la rigueur, on s'en fout. Pourquoi? Ce qui nous intéresse, nous, en tant que futurs entrepreneurs wallons, enfin, je vous le souhaite, pour l'AWEX, c'est qu'est-ce qu'ils achètent? Quelles sont les opportunités pour nous, pour exporter vers notamment la Chine? Et le premier importateur mondial est de loin et depuis excessivement longtemps, et sans doute pour encore longtemps, peut-être pas trop si on voit les dernières tendances, ce sont les États-Unis. Notamment suite à une désindustrialisation croissante des États-Unis, notamment ce qu'on appelle le Rust Belt, qui, dans Detroit, vous voyez Detroit, Détroit, l'ancienne capitale de l'automobile américaine, c'est effrayant à voir actuellement. Et vous avez ici, en noir et en jaune, l'Allemagne. L'Allemagne exporte beaucoup, mais importe également beaucoup. Donc, pour nous, pour la Belgique, c'est un client très important. Und ich möchte sagen, ob es möglich ist, lernen Sie Deutsch. Deutsch, Deutsch und Deutsch. Apprenez l'allemand, ça peut être très utile pour vous, parce que les Allemands sont très difficiles. Ce sont des clients fidèles, une fois que vous avez un client allemand, si vous ne faites pas de conneries. Mais il y a beaucoup de gens d'un certain âge en Allemagne, c'est uniquement en allemand. J'ai travaillé dans le privé, je n'ai pas été fonctionnaire toute ma vie, Dieu merci, et on avait un prospect allemand. Et face à nous, on avait une firme française. Même type de produits industriels, donc c'était des produits industriels, des plaques isolantes. Même prix, même délai, etc. On s'est dit, merde, comment on va faire pour battre ces Français? Les Français ont dit tout en français. Et nous, on a dit, wir sprechen nicht so gut Deutsch, aber wir können das auf Deutsch machen. On ne parle pas trop bien allemand, mais on va tout vous faire en allemand. Que pensez-vous que les Allemands ont choisi? Les petits Belges. Autre, ici, vous avez 2 autres pays qui étaient longtemps dans un mouchoir de poche et qui le restent. C'est le Japon et la France. Malheureusement pour nous, le Japon, une très grosse partie de ses importations, ce sont des matières premières. Pourquoi? Parce que le Japon n'a pratiquement aucune matière première. Ils sont ultra dépendants, ce qui les a poussés à devenir ce qu'ils sont, c'est-à-dire un pays de transformation à haute valeur ajoutée. Et là, plus intéressant pour nous, enfin pour mon service, c'est la Chine, qui est en train de monter en flèche. Ce ne sont pas uniquement des matières premières qui viennent de Mongolie, d'Afrique, ou bien des pays du Golfe, mais également des produits que nous leur vendons. On est à Liège, désolé de remettre le couteau dans la plaie, mais on a connu une crise de l'acier. Cette crise de l'acier en 2009 a fait énormément de mal partout dans le monde, sauf en Chine. Si on voit la production d'acier brut dans le monde, ben on voit que la Chine, ça en rouge, c'est l'année où de crise a continué à monter, sauf la dernière année. L'Union européenne, ben, on a fortement chuté, le Japon aussi, les États-Unis aussi. L'Inde s'est maintenue, mais le niveau de l'Inde par rapport à la Chine beaucoup plus bas. La Russie également a baissé et la Corée également a baissé. Et si on prend 2007, donc
2 ans avant la crise, sur base 100, ben, on voit que l'Inde, c'est celui qui a le mieux réussi. On arrive à 168, suivi de la Chine. La Corée se débrouille pas mal. La Russie, ben, on est à 98. Le Japon à 87, les États-Unis à 80 et l'Union européenne à 79. Ce qui veut dire que tant l'Union européenne, les États-Unis et le Japon n'ont pas réussi à remonter la pente après cette crise. Quel est notre commerce extérieur? Donc, notre, c'est wallon, avec la Chine. Une phrase que j'aime beaucoup, même si elle fait parfois peur. A powerful China is coming and we have 2 choices. Either we are at the table or we are on the menu. Connaissant assez bien la Chine, je ne vais jamais écrire un livre sur la Chine, rassurez-vous. Je peux vous dire que c'est le cas. Cette phrase date d'il y a 3 ans. Kate Fitzgerald est un homme politique et économiste, professeur d'université américain, et la formule est très bien écrite et tout à fait vraie. Quelles sont les exportations wallonnes en 2015? Ben, les Wallons exportent surtout chez les voisins. Pour des raisons linguistiques évidentes, il est plus facile d'apprendre à dire 90 ou 70 plutôt que 90 ou 70. Donc on exporte un cinquième de nos exportations vont vers la France. Malgré tout, pratiquement un 6e va vers l'Allemagne et 8% vers les Pays-Bas. Un point intéressant à voir ici à Liège, c'est qu'il y a très peu de rapports commerciaux avec Maastricht. Alors que Maastricht est demandeur, ils sont tout proches, ils sont décentrés par rapport au reste des Pays-Bas, mais pour des raisons, je veux dire, culturelles, linguistiques, il y a très peu d'hommes d'affaires liégeois qui vont jusqu'à Maastricht. Le reste de l'Europe, c'est 30%, et le reste du monde, environ un 5e. Le premier client est de loin les États-Unis, mais le deuxième client, c'est la Chine. Mais il faut quand même relativiser. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est juste un peu plus que la Suisse. La Suisse, bon, c'est très sympa, c'est très beau, mais il n'y a pas énormément de monde en Suisse. Donc vous voyez, dans le temps, à la RTBF, il y a très longtemps, les nouvelles qui venaient de très loin étaient en dernier. Même s'il y avait un tremblement de terre qui avait fait 50 000 morts, on en parlait à la fin. C'est l'effet distance. Vous exportez beaucoup plus facilement vers un pays qui n'est pas lointain. Moi, dans la boîte où j'ai travaillé, donc qui était un peu au sud de Bruxelles, notre attaché commercial, notre vendeur, notre commercial qui s'occupait de l'Allemagne, sa limite c'était Munich, parce qu'avec sa grosse voiture allemande, il pouvait aller dans la journée de chez lui jusqu'au client à Munich et retourner. Vous ne pouvez pas le faire avec la Chine. Rien que pour arriver à Pékin, vous mettez 10 heures. Et Pékin, vous n'êtes pas partout en Chine. Donc là, il y a une, je ne dirais pas une fainéantise, mais une difficulté d'aller plus loin. Et on va par facilité vers des marchés qui sont plus proches. Et notre job à l'AWEX, principalement, c'est de favoriser les exportations vers les pays en dehors de l'Union européenne. Même si nous avons un réseau commercial en France, même au Luxembourg, c'est quand même relativement important de le savoir. Donc vous voyez le Brésil, l'Arabie Saoudite, puis donc vous voyez les divers pays. Le Japon, seulement 0,53%, qui reconnaît ce drapeau. Nouvelle-Zélande. Non. Ah, Australie. Voilà. Corée, etc. et Canada. On a parlé beaucoup du CETA dernièrement. Ben, le CETA pour la Wallonie, c'est 0,31% de nos exportations. Importation wallonne. La France, 23%. L'Allemagne, 16%. Pays-Bas, 12,87%. C'est plus que les exportations, tout simplement parce qu'une partie d'entre nous, si ce n'est la totalité, nous nous chauffons et nous cuisinons avec le gaz naturel hollandais. L'Union européenne et finalement les importations, c'est environ 1/7 hors de l'Union européenne. En tout premier les États-Unis, ensuite la Russie, principalement les matières premières, et ensuite la Chine, quand même 2,04%, nettement plus que les mentales et les autres fondants chinois, juste après le Mexique et le Japon. Vous voyez la différence entre
la Chine 2% et le Japon 2 tiers de %. Il y a des années, c'était l'inverse. Pourquoi notamment? Parce qu'il y a une partie de ce qu'on achète qui est du matériel japonais, Sony pardon, mais qui est monté en Chine. Donc il est exporté depuis la Chine et c'est considéré comme un produit chinois. Si on prend par exemple 3 pays et les statistiques d'exportation depuis 96, pourquoi 96? Parce que c'est depuis 96 que nous avons des statistiques je veux dire, régionales. Entrez, ne vous cachez pas. Hein. Non, il n'y a personne. Bon. Donc on a des statistiques régionales. Et si on prend 3 pays qui étaient au même niveau, donc 100 millions d'euros en 1996, la Chine, la Pologne et la Grèce, on voit que pendant de nombreuses années, la Pologne et la Chine ont monté. La Chine, ils ont subi la crise plus que la Pologne. Et vous voyez que malgré les hauts et les bas, la Pologne est en train de continuer de progresser. La Pologne est un milieu, je veux dire, un marché très intéressant pour nous et qui continue à progresser. Par contre, vous voyez la Grèce. C'est plat. C'est dû à la faiblesse de l'économie grecque. Ce n'est pas une chose récente. Et une anecdote pour la Grèce, quand on a annoncé les grosses difficultés de la Grèce il y en a un ou deux, ça ne m'a pas réellement étonné, parce que dans une vie précédente, je travaillais au ministère des Affaires étrangères, et à l'époque, on a reçu un telex, ça dit quelque chose à certaines personnes, c'était avant le mail, venant de notre ambassade à Athènes, qui nous informait que, en prévision de son déménagement, l'Office hellénique des statistiques nous informe qu'il sera fermé pendant 9 mois. Nous, aux affaires étrangères, quand on a déménagé, on a été fermés le samedi, dimanche, lundi et mardi, avec le centre de crise qui continuait à fonctionner. Moi-même, j'étais aux affaires étrangères quand il y avait l'attaque 9/11 aux États-Unis. Je m'occupais du centre de crise. Ben, le centre de crise était en train de se mettre en route alors que le second avion ne s'était pas encore crashé. Et alors que tous les gens, les fonctionnaires des affaires étrangères, avaient pas travaillé leur journée normale, ils ont travaillé jusqu'à minuit, 1h moins quart, et là on a dit qu'ils pouvaient rentrer chez nous parce qu'il n'y a plus d'appel. Par contre, quand il y avait les évacuations du Congo, il y a eu plusieurs fois, là on faisait des shifts de 23 heures. Donc quand quelqu'un vous dit que les fonctionnaires sont des fainéants, c'est parfois vrai, ce n'est parfois pas vrai. On retourne à nos moutons, de nouveau, exportation wallonne, de nouveau 3 pays. Cette fois-ci, 3 pays asiatiques. Chine, Japon, Inde. Vous voyez que la Chine a fortement progressé, alors que tant le Japon que l'Inde ont été très plats. Il y a eu malgré tout une forte progression. Si on part de 100 à 200, mais malgré tout, de 96 à 2015, donc ça fait de nombreuses années, et l'Inde également d'environ 50 à 120. C'est mieux que la Grèce, mais ce n'est pas fameux. Quel est le commerce bilatéral entre la Wallonie et la Chine? La ligne bleue ici, vous avez les exportations chinoises. Donc pendant la ligne rouge, les exportations wallonnes. Pendant de nombreuses années, on était plus ou moins au même niveau, donc jusqu'en 2008. Donc on était une des seules régions d'Europe à ne pas avoir de déficit commercial avec la Chine. Et puis là, Bardaf s'est embardé. Depuis quelques années, ça ne se passe plus trop bien. Nos exportations sont stagnantes, elles ont même fort baissé en 2013, on s'est rattrapé, mais ce n'est pas idéal. Donc nos exportations vers la Chine souffrent énormément, notamment par la fermeture du marché chinois. Les Chinois sont montés en puissance, parviennent à faire du matériel qui est suffisamment bon pour la classe moyenne montante. Il faut constater qu'en Chine, il y a entre 300 et 400 millions de personnes qui sont dans la classe moyenne. Et ces gens-là veulent dépenser, et de plus en plus, ils veulent des produits de qualité. Et donc, vous voyez, malheureusement, le déficit commercial qui est en train de se creuser.
Qu'exportons-nous? En tout premier, pratiquement 30%, machines et appareils. Ensuite, métaux non ferreux, 15%. Le pharma, très important, 13%. C'est un des grands produits d'exportation wallon. On a deux très grands acteurs en Wallonie, UCB Pharma et GSK. Puis ensuite, l'agroalimentaire, chimie, les métaux ferreux, qui sont en train de baisser très fort, tout simplement parce que la sidérurgie wallonne ne se porte pas trop bien. Plastique, aérospatial, textile. La Wallonie exporte du textile en Chine. Vous allez me dire, mais il est fou, quoi, il s'est trompé dans les statistiques, où est-ce qu'il va trouver ça, quoi. Et qu'est-ce qu'on exporte comme textile? C'est du textile intelligent, du textile par feu, du textile haute valeur ajoutée, notamment pour l'industrie automobile. Donc, du textile que les Chinois ne sont pas encore capables de faire, ou, comme c'est un marché de niche tellement petit, ne veulent pas investir pour entrer là-dedans. Et alors, optique, cuir et ouvrage, verre et divers. Qu'est-ce qu'on importe? Principalement machines et appareils. Des jouets. Il n'y a pratiquement plus de constructeurs de jouets en Belgique. En Wallonie, il y en a très très peu, c'est très limité. Mais la plupart des jouets que nous avons en Wallonie sont des jouets made in China. Soyez quand même prudents quant à la qualité de ces jouets, ce n'est pas toujours évident. La chimie, du textile bien sûr, la plupart d'entre nous en portons. Optique et instruments de précision, métaux ferreux, agroalimentaire, très peu. Des meubles, beaucoup de meubles. Et une partie de ces meubles sont faits avec du bois wallon. Quand il y a eu la grande tempête il y a quelques années où énormément d'arbres ont été abattus, on a dû les écouler. Et les Chinois sont venus, ils ont dit ça nous intéresse, on achète. Et les années suivantes, ils ont continué à acheter, mais au même prix. Ça ne s'est pas trop bien passé. Mais une partie du bois wallon part vers la Chine pour être traité sur place. Une des raisons également, c'est que les conteneurs qui viennent avec des produits chinois en Europe repartent vite vers la Chine. Donc les prix pour un conteneur pour aller vers la Chine étaient excessivement bas. Également, j'ai appris hier quelque chose de très intéressant, c'est que le prix d'un conteneur de la Chine jusqu'Anvers pour le transport par bateau coûte moins cher que le transfert par camion d'Anvers à Liège. Ça vous donne une idée. Donc les prix se sont vraiment effondrés, donc ça a permis un très gros développement du commerce. Plastique ouvrage, cuir, métaux non ferreux, horlogerie, matériel de transport et habillement. Habillement, c'est tout ce qui est non textile. Il y a bien sûr des dangers. On ne va pas parler de Chine en disant que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. On n'est pas des bisounours ou des bisous pandas pour utiliser des expressions habituelles. Un des dangers, c'est, je parle à des étudiants, le prix d'une chope, je parle du prix d'une bouteille de bière quand on l'achète en supermarché. C'est un exemple de 2011, mais il est toujours valable. En Belgique, on paye environ 60 cents pour la bouteille. Et en Chine, on va payer l'équivalent de 1 €. Mais en Chine, je veux dire 1 € pour la bouteille de bière chinoise en Belgique, excusez-moi. Donc il y a une seule marque qui est exportée en Belgique, c'est la Tsingtao. Ce n'est pas vraiment la meilleure. D'expérience, j'ai bu d'autres bières en Chine qui étaient bien meilleures, mais ils ont une telle masse critique, c'est un peu comme Heineken, ils parviennent à exporter n'importe où. J'espère qu'il n'y a pas de néerlandais dans la salle. Quelle est la différence entre faire du kayak et boire une Heineken? Il n'y en a aucune. Dans les deux cas, vous êtes vachement proche de la flotte. Pourtant, Heineken se vend partout dans le monde et ils ont un chiffre d'affaires immense. Bon, ABNBF ne peut pas trop se plaindre, mais quand même. En Chine, le prix d'une bière belge, vous allez payer l'équivalent de 2,20 €. Le prix d'une bière chinoise, vous allez payer l'équivalent de 33 €. Mais en PPP, donc en Purchasing Power Parity, le prix d'une bière achetée au supermarché, pas bu dans un bar, va revenir aux Chinois 8,80 €. Donc il faut vraiment vouloir acheter cette bouteille pour la prendre.
let's stop, on sait qu'on est riche. Et les habitudes, notamment pour boire la bière en Chine, sont plutôt différentes. Il y a un café à Sanlitun, donc le quartier des ambassades de Pékin, et ils ont des verres de Hoegaarden par la cité, grands comme ça, avec une louche, en plein été. Et ils servent ça aux Chinois, qui sont attablés autour, et ils ont la bière et ils se servent. Et peu leur importe si la bière devient chaude. Eux, le plus important, c'est de se servir, avoir une convivialité. Le gros problème également, c'est le taux de change. Ici, après la guerre, les États-Unis ont imposé au Japon un taux de change de 360 yens par dollar. Et qu'est-ce qui s'est passé? À partir de 71, donc là c'est 360, les Japonais ont arrêté cette parité fixe et le yen a commencé à dégringoler ici. Et pour vendre en dollars, chaque dollar qu'on vendait ne valait plus 360 yens, mais entre 120 et 80 yens. Tout bénéfice pour les entreprises américaines ou européennes qui travaillaient en dollars. Par contre, la Chine avait également un taux de 2,5 renminbi par dollar. Ça a commencé à baisser. Et puis en 80, l'année qui a suivi la déclaration d'ouverture de la Chine par Xi Jinping, qui a notamment écrit « Laissons les portes ouvertes, les mouches finiront par entrer », la Banque nationale chinoise, qui elle-même fixe le taux de change, a fait monter, de façon à ce que les produits étrangers vendus en Chine étaient beaucoup plus chers. Depuis, ça a légèrement baissé, mais pas de manière immense. Nous ne vendons pas en dollars, nous vendons en euros, mais aussi les mêmes phénomènes en euros par rapport au yen et en euros par rapport au renminbi. Avant l'introduction de l'euro, j'ai pris comme monnaie de référence le D-mark, parce que c'était la grande monnaie forte de la zone euro, et en plus le franc belge était lié au D-mark, donc it makes sense. Dans l'autre sens, on achète des produits japonais en US dollars. Avant, ils étaient excessivement bon marché. D'ailleurs, les produits japonais, jusque 1960, c'était du flec. C'était la mauvaise qualité, c'était bon marché, ça ne tenait pas le coup. Et puis les Japonais ont décidé, non, on va faire des trucs de qualité, on va exporter des trucs de qualité. Même si les prix ont monté. Par contre, les Chinois, quand ils ont décidé d'ouvrir le marché, ils ont fait baisser les prix. Donc, les produits chinois sont devenus excessivement compétitifs avec les produits occidentaux. Même chose avec le dollar. Dernière chose, avant-dernière chose, la souris qui est made in China, soi-disant. La propriété américaine, une souris américaine, Apple ou autre chose, propriété intellectuelle, c'est 20%, va aux États-Unis. Les composants, 35%. Toute petite partie venant des États-Unis, une grande partie venant de Taïwan, et le reste, c'est le plastique fait en Chine. Le distributeur et détaillant américain prend 37%. Le montage en Chine représente 7%. Ça a été la grande frustration des Chinois. Ils faisaient des produits pour les États-Unis, pour autre chose. Prenez tous les ordinateurs que vous avez ici, retournez-le, regardez où est-ce qu'il a été monté ou fabriqué, pratiquement en Chine. Et puis ils sont arrivés avec des trucs ainsi. Ceci est un smartphone, 7 pouces, Huawei, designed, made and produced in China. Je peux vous dire que c'est de très bonne qualité. Le prix est très bon également, mais c'est ça qui commence à arriver, non plus du montage, mais également le design. Le problème également, c'est que les Chinois régulièrement ont des plans. Ils disent maintenant on va mettre l'éolien. Et ils ont mis énormément d'éoliens. Les Occidentaux se sont dit chouette, on va vendre des éoliens. Ben oui, en 2005, 70% des éoliennes qui étaient installées en Chine, c'était des éoliennes étrangères. 5 ans plus tard, 70% des éoliennes installées en Chine étaient des éoliennes chinoises. Tout dernier slide.
Ce caractère, c'est un que j'adore. Ça, c'est le cheval, et ça, c'est la porte. Ça ressemble un peu, vous savez, aux portes dans les westerns de Lucky Luke. Le cheval dans la porte, ça veut dire l'attaque soudaine. Pourquoi j'ai mis ce caractère? Parce que la grande crainte de tous les régimes en Chine, ça a été les révoltes paysannes. En bleu, vous avez le revenu moyen urbain en renminbi. En vert, le revenu moyen non urbain, donc principalement paysan. Et la différence dans les deux en pourcentage. Et ici, il y a une différence énorme. C'est quand le régime chinois a décidé d'arrêter d'imposer les paysans. Pour deux raisons. Un, l'impôt ne rapportait presque rien. Et deuxième chose, il y avait une telle corruption, seulement une partie de l'impôt arrivait à Pékin. Mais ça, c'est le talon d'Achille du régime communiste. C'est la pauvreté qui reste dans la toute grande partie de la Chine. On va quand même, malgré tout, faire 10 minutes d'interruption, mais pas une de plus, s'il vous plaît. Merci. J'adore parce que je fais des révélations à Cyril. Je ferai pause, les gars. Pause. C'est. Fais pause sur ton truc. Tu fais pause. Tu vois quand même le cheval, C'est un cheval.